et je suis à la fois psychiatre et psychanalyste. J'ai toujours privilégié la psychanalyse et l'aspect psychanalytique de mon approche et de ma fonction sur la psychiatrie, étant donné l'aspect médical de cette pratique, c'est-à-dire faire un diagnostic, prescrire des médicaments qui sont en l'occurrence des psychotropes, qui ont l'inconvénient de générer une dépendance et des effets secondaires gênants. Donc, cela dit, après une longue psychanalyse, j'ai proposé des psychothérapies d'inspiration analytique et des psychanalystes orthodoxes. En fait, cette pratique revient plus ou moins. Elle est inspirée de la maïeutique de Socrate, qui consiste à proposer à un patient de s'accoucher par les mots. En fait, le fou a toujours eu un statut dans la société. Il a même été dans le passé parfois il était en fait signifiant du sacré. Il était en cela choyé et sacralisé, donc par définition. Les choses ont changé à partir du XVIIe siècle, par ordre du roi, car à ce moment, les fous ou les déviants ont été internés avec des gueux et des prostituées. Et même s'ils ont été, finalement, on leur a ôté leur chaîne, c'est un psychiatre connu qui s'appelait Pinel qui leur a ôté leur chaîne, ils sont restés internés, donc, et ils ont toujours été, et finalement observés, et comme malades mentaux ensuite, par des psychiatres, soignés par des psychiatres. Ce jusqu'en 1970, à peu près, où à ce moment-là, les choses ont changé. La folie fait toujours peur parce qu'elle est, à mon avis, méconnue. Or, actuellement, les patients, je le disais, depuis 1970 à peu près, la politique de secteur s'est ouverte. En fait, c'est une manière de soigner les patients, notamment en ville, dans des appartements thérapeutiques et des CMP, des centres médico-psychologiques. Ce qui signifie que les patients vont et viennent de l'hôpital, etc., où ils restent en général peu de temps. Et finalement, pour les croiser, nous les croisons tous sans les identifier. Donc, il faut dire aussi que donc en fait, on a évalué, je crois que les 2/3 sont à peu près, les 2/3 des patients actuels sont en ville, sont soignés en ville, pris en charge. En fait, il y a quelque chose d'autre, c'est que si les gens ont peur, certaines statistiques signifient qu'il n'y a pas plus de 2 à 5% des crimes chaque année en France qui sont commis par les malades mentaux. C'est-à-dire que ce qui signifierait que les 95% autres sont agis par des gens dits normaux ou supposés normaux. Et donc en fait, dans l'imaginaire collectif, et je crois parce que en fonction de cet internement qui est très ancien, est vécu, le fou est toujours vécu, entre guillemets, bien sûr, malade mental, comme étranger et plutôt ostracisé, parfois vécu sur un mode raciste, en tous les cas au moins étranger. En fait, il y a là une projection de l'imaginaire collectif, ça veut dire qu'en fait, il y a une partie de l'imaginaire collectif qui est très importante et on pourrait se demander, enfin sinon je me demande, et c'est l'objet de mon livre, et de dédramatiser la folie. Comment modifier l'imaginaire collectif ? Comment modifier cet imaginaire collectif ? Alors, je pense qu'il s'agit de la faire connaître, c'est ce que j'essaie de faire dans ce livre. Donc je pense qu'il est important parce que les gens ne connaissent pas la folie, sauf excepté les familles qui, malheureusement pour eux, portent un des leurs qui est soigné en psychiatrie, enfin comme un malade mental. En fait, je pense qu'il faut associer en plus, au-delà de faire connaître la folie, il me semble qu'en associant, on peut appeler les folies douces ou nos folies ordinaires, aux pathologies les plus graves finalement,
on pourrait peut-être résoudre ce problème. Alors quant aux folies douces, il faut dire que elles sont très nombreuses. Nous sommes habités par des manies, des rituels, des interprétations du réel. Et autre chose, le processus du déni. Alors le déni, c'est très particulier parce que c'est ça aussi, on était un cache sur une réalité qu'on ne veut pas voir, qui nous affecte trop. Parmi les auteurs, les créateurs que j'ai choisis et cités dans ce livre, il y a par exemple des auteurs comme Althusser, Artaud, Camille Claudel, Genet, qui ont passé beaucoup de temps en prison, finalement comme les patients. Ça veut dire qu'en fait, on a l'impression on pense finalement que l'ampleur de leur talent finalement peut être associée finalement à l'ampleur de leur folie, si je puis dire. En fait, ils ont été délirants pendant des années. Artaud, par exemple, a vécu près de 30 ans dans les hôpitaux psychiatriques, qui s'appelaient les asiles à l'époque, où il a été maltraité, enfin en tous les cas subi des séries d'électrochocs épouvantables qui le rendaient complètement amnésique et comme un fantôme, et à chaque fois. Et quant à Camille Claudel, elle a passé 30 ans à la fin de sa vie à l'hôpital psychiatrique, où finalement pendant la guerre, où elle a beaucoup souffert, et où sa mère, où son frère Paul Claudel, ce fameux auteur catholique, finalement n'a trouvé le moyen de venir la voir que 3 fois en 30 ans. On ne sait pas pourquoi, on ne comprend pas, sinon peut-être pour une grande violence, car ils étaient a priori très complices l'un et l'autre. Alors pour ce qui est de Casanova et Sade, c'est un peu particulier par exemple, parce que là on ne peut pas parler de délire, mais ce sont de déviance. Et présenter une grande déviance plutôt disons perverse, mais en tous les cas des grandes déviances qui finalement semblent aller finalement s'allier à leur talent ou à leur génie. Et on pense que la prison, à propos, finalement la prison, alors, aussi bien pour Artaud que Casanova, ou c'est Genet aussi. Genet a passé l'essentiel de sa vie en prison. Et finalement, il a réussi à se structurer dans la déviance et la transgression, si je puis dire, grâce à Cocteau, par exemple, notamment, pratiquement en fonction de ses connaissances, des gens qu'il a pu connaître, initialement dans des prisons pour enfants, même, et ensuite très très longtemps. Voilà. Alors donc on arrive à penser que les sanctions même de leur déviance ou de leur folie, si je puis dire, ont pu finalement transcender leur talent, et en cela ils ont pu être géniaux. Mais bon, là, la relation entre le génie et la folie, donc on pourrait dire, si je puis dire, que la folie peut nourrir le génie, hein, oui, je crois qu'on peut le dire éventuellement, on peut le penser, mais la question reste ouverte. On voit que l'imaginaire collectif est très important à ce sujet. Je pense encore une fois qu'il s'agit de la faire connaître, d'en parler, de la faire connaître, ce que j'essaie de faire donc, encore une fois dans mon livre, et ensuite d'associer donc encore une fois nos folies douces, les folies ordinaires et pathologies, les pathologies les plus graves. Ça veut dire que si chacun prenait conscience de ses propres folies ordinaires ou folies douces, je pense que la perception de l'imaginaire collectif, mais même individuel et collectif, finalement, pourrait changer, du fou et de la folie, pourrait évoluer, finalement, de cet ouvrage, finalement, et de savoir comment contribuer à modifier cet imaginaire collectif qui finalement ostracise facilement le fou, et alors même qu'il vit essentiellement maintenant en dehors de l'asile, qui est devenu l'hôpital psychiatrique et maintenant l'hôpital général. Comment faire finalement ? C'est une question sérieuse en fait, parce que ce sont des choses qui ne bougent pas depuis bien longtemps. Je vous répète, alors même que ces patients et ces malades mentaux vivent en ville et au milieu de nous. Eh bien, je voudrais dire que le projet,
serait que le fou, je dirais, ne soit plus un étrange étranger qui fait peur. Voilà, merci.